Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir Madame Hadni Dounia, une voix remarquable dans le paysage littéraire contemporain, venue nous présenter son roman La Chouma, qui interpelle notre patrimoine socioculturel marocain. Honorable assistance, la présence du romancière Madame Hadni Dounia témoigne de l'intérêt que porte la Faculté des sciences de l'éducation aux créations artistiques, culturelles et littéraires, considérée une valeur ajoutée au cursus académique de nos étudiants. Chers invités, et au nom de Monsieur le Doyen, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et de partager ces moments culturels et littéraires forts dans l'écriture romancière, que nous considérons un encouragement pour nos étudiants désireux de suivre cette voie de la création artistique et littéraire. Je souhaite plein succès à cette journée et j'invite nos étudiants ici présents à profiter pleinement de ce moment fort. À la fin de mon intervention, je réitère mes remerciements à notre invité et à Madame Khalil, responsable, chef de département des enseignements transversaux, et à l'équipe organisatrice de cet événement, et bien sûr à nos invités et à chers collègues, et je souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Darkaoui. Je sais que vous avez une matinée très chargée. Vous avez trouvé quand même quelques minutes pour démarrer avec nous la rencontre. Donc, merci infiniment. Je sais que vous avez une réunion en parallèle. À tout à l'heure. Merci, M. Darkaoui. Chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre littéraire organisée conjointement par le département des enseignements transversaux et le master éducation artistique et médiation culturelle. Donc, cette rencontre s'inscrit plus particulièrement dans le cadre du module consacré au métier de l'éducation artistique et de la médiation culturelle que j'ai eu le plaisir d'enseigner ce semestre à un groupe d'étudiantes et d'étudiants particulièrement engagés et curieux. Leur implication, leur créativité et leur sérieux ont largement contribué à la concrétisation de cette rencontre. Qu'ils en soient chaleureusement félicités aujourd'hui. Un grand bravo à vous toutes et tous. J'ai l'honneur d'adresser un accueil tout particulier à notre invitée, Dounia Hadni, écrivaine franco-marocaine. Nous vous remercions sincèrement, chère Dounia, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir rendu possible cette rencontre avec les étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de l'éducation ainsi qu'avec les collègues. Alors, quelques mots pour vous présenter brièvement notre invitée. Née à Rabat, Dounia Hadni s'installe à Paris où elle suit une classe préparatoire littéraire avant d'intégrer une école de journalisme. En 2016, elle rejoint la rédaction de Libération, où elle travaille au service web. En 2021, elle quitte le journalisme pour se consacrer pleinement à l'écriture. Son premier roman, La Chouma, publié aux éditions Albin Michel, aborde avec force les thématiques de la honte, les tabous, l'identité, en s'ancrant à la fois dans un héritage marocain et une expérience vécue entre deux cultures. Avant de commencer l'échange, il me semble important de revenir brièvement sur la démarche pédagogique qui a accompagné la préparation de cette rencontre. Alors, dans le cadre du module, les étudiants ont développé un ensemble de compétences liées à la rédaction de chroniques culturelles et artistiques en divers formats, écrits, audio ou capsules vidéo. C'est ce qui a fait l'objet de leur portfolio. Après un travail préalable sur des chansons et des téléfilms marocains, ils se sont penchés sur le roman La Chouma, autour duquel ils ont conçu des chroniques écrites ainsi que des productions audiovisuelles que nous aurons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Ce travail vise à concrétiser ce que nous pourrions appeler le triangle pédagogique, enseignant, étudiant, acteur culturel. Il s'agit de multiplier les occasions de rencontres culturelles afin que les étudiants soient en contact avec la création culturelle et artistique, dont comprendre les enjeux et de nourrir leur réflexion quant à leur orientation professionnelle. Une vision pleinement partagée avec la coordinatrice du master éducation artistique et médiation culturelle, professeure Nadia Soubré, que je tiens ici à saluer.
Le déroulement de cette rencontre sera comme suit. Je proposerai d'abord quelques axes de discussion du roman, formulés sous forme de questions, pour en faciliter l'accès à l'ensemble de l'assistance. Nous projetterons ensuite quelques chroniques conçues spécialement autour du roman. Bien sûr, c'est des chroniques faites par les étudiantes et les étudiants du master. Et enfin, nous ouvrirons le débat en donnant bien sûr en priorité la parole aux étudiantes et étudiants du master avant de l'élargir à l'ensemble du public. On y va ? Andonia. Ah oui, un petit mot, professeur Nadia. Oui, peut-être un petit mot quand même par rapport à l'organisation de cet événement qui se fait en collaboration entre le département des enseignements transversaux et le master éducation artistique et médiation culturelle. Donc bienvenue Donia parmi nous et surtout bienvenue parmi les étudiants qui ont participé à façonner ce programme. Donc on est particulièrement attentif, que ce soit dans le cadre du master littérature et éducation ou dans le master dans sa nouvelle formule éducation artistique et médiation culturelle. Donc on est particulièrement attentif à la littérature et à toute forme d'expression créative, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit théâtrale ou qu'elle soit par les mots et par la littérature. C'est dans ce sens que lorsque le professeur Halim m'a proposé donc ce programme dans le cadre du master, j'ai été tout à fait enthousiaste, d'autant plus que votre roman, qui est tout à fait récent, qui est sorti en 2025, qui porte un titre qui nous interpelle de part et d'autre des deux rives, je suppose que ce mot, vous allez vous y attarder, que ce soit en France auprès de la gente féminine issue de l'immigration ou des jeunes femmes ici au Maroc. Ce mot a des résonances à la fois communes mais aussi assez distinguées. Donc ce programme, un livre, une chronique avec professeur Melim Khalid, que je remercie pour sa proposition, donc apporte aussi une focale assez différente, assez nouvelle, à savoir celle centrée sur les médias, avec le format de la chronique littéraire. Donc c'est ça ce qui intéresse de près nos étudiants, futurs médiateurs et futurs éducateurs à l'art. Qu'est-ce que la chronique littéraire, qu'est-ce que l'approche médiatique dans le cadre de l'éducation. Et donc votre roman est un beau prétexte, à la fois pour le découvrir et à la fois pour envisager cette approche du texte littéraire dans un contexte éducatif et un contexte de médiation. Donc le programme est assez chargé, Melim l'a présenté, les étudiants ont préparé des choses qu'ils vont partager avec vous. J'espère que vous allez prendre du plaisir à voir, à découvrir leurs imaginaires, à découvrir leurs capacités créatives également. Bien, donc encore une fois la bienvenue et je vous laisse à votre programme et à tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, professeur Sabri. Peut-être un petit mot avant de démarrer la discussion. Alors, je suis très émue d'être là devant vous. C'est la première rencontre que je fais avec des étudiants. Je suis assez impressionnée. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le livre et de pouvoir échanger avec vous. Je pense que vous avez tout autant de choses à m'apporter, voire plus que moi, mais voilà, je suis ravie. Merci Donia. Alors déjà, pour démarrer, pourriez-vous partager avec nous ce qui a éveillé en vous le désir d'écrire ce roman? Y a-t-il eu un moment ou une rencontre particulière qui a déclenché ce besoin d'écrire? Oui. Alors, moi, c'est mon premier roman. Et pour être tout à fait honnête, j'ai ressenti le besoin et la nécessité de l'écrire à la suite d'un épisode en fait, qui a été très dur dans ma vie. J'ai eu une crise en fait, psychique qui a fait que je me suis retrouvée hospitalisée à Sainte-Anne. Et à l'issue de cette hospitalisation, je n'avais plus... je ressentais le besoin voilà, d'exprimer des choses qui étaient enfouies en moi depuis très longtemps. En fait, ce livre il m'a un peu habité depuis toujours, mais j'ai jamais osé en fait, dire tout ça, coucher tout ça sur le papier avant cette expérience qui a été traumatique mais qui a été aussi libératrice en fait pour moi. Donc j'ai pas vraiment réfléchi à la forme qu'il allait avoir, c'était plus ça répondait à un besoin quasi vital à ce moment-là pour moi.
Alors, l'idée est d'abord de commencer par, on va dire, une question qui est revenue souvent au niveau des échanges avec les étudiants. C'est ces distances peut-être qui se créent dans la vie, lorsqu'on vit au Maroc et lorsqu'on vit par exemple en France. Et justement, ma question est comment parvient-on à écrire sur le Maroc et sur la société marocaine lorsqu'on n'y vit plus depuis plus d'une dizaine ou une vingtaine d'années quand même. Nous savons que beaucoup de choses ont changé depuis l'âge du départ, qui est l'âge de 18 ans. Je pense par exemple à une chose toute simple dont vous parlez au niveau de votre roman, c'est aussi le vestimentaire des jeunes femmes. Je pense à la mini-jupe également que vous soulignez au niveau du roman. Comment avez-vous abordé ces transformations qui se sont faites pendant que vous étiez en France justement, tout en sachant que c'est l'image d'avant le départ qui est là, et qu'on retrouve en général au niveau de la lecture, et je cite le dialogue entre Sylvia et Nawel, qui dit « Mais ma chérie, toi aussi tu as fait le choix de partir, tu n'appartiens plus vraiment au Maroc. » Oui, ça c'est un sujet qui revient souvent et que je trouve un peu comment dire, je comprends pourquoi on se pose la question, mais je ne comprends pas pourquoi on doute de la sincérité des personnes qui sont parties, qui ont quitté le Maroc, mais qui parlent du Maroc. Parce qu'en réalité, Sylvia, à travers mon personnage, Sylvia, elle ne prétend pas du tout connaître le Maroc en profondeur, elle vit dans une bulle et elle le dit, et depuis le départ elle en a conscience, et donc elle parle vraiment de son Maroc à elle, tel qu'elle l'a vécu, dans lequel elle a grandi. Donc il n'y a pas, je vois pas le problème, parce qu'il n'y a pas d'usurpation, elle parle de ce qu'elle connaît. En fait, oui, alors je comprends pas trop, parce que, vous avez des exemples, parce qu'en réalité, Sylvia, elle parle que d'elle, elle parle que de son milieu, qui est totalement hors sol. Donc je ne vois pas quel update il pourrait y avoir. Je pense particulièrement à l'image. Je reviens aussi vestimentaire, par exemple. Vous en parlez au niveau du roman, on a l'impression que c'est, on va dire, c'est vraiment rare de voir aujourd'hui une jeune femme qui est habillée de telle façon, alors qu'aujourd'hui on le voit. Donc les jeunes filles sont habillées d'une certaine façon, en mode moderne, on suit la mode, etc. Donc par rapport à la mini-jupe, une question. Oui, la mini-jupe, ça se passe pas au Maroc, ça se passe en France. Et c'est le regard que sa belle famille porte sur elle. En tant que... Oui, mais je parle du regard, je ne parle pas du contexte. Mais c'est le regard que sa belle famille française porte sur elle, en tant que Marocaine qui vit en France. Vous pensez que ce regard est toujours là, selon vous? Le regard que des Français peuvent porter sur les Arabes. Oui. Ah bah oui. Et pour le coup, j'habite à Paris depuis 17 ans, donc oui, ça c'est clairement d'actualité, voire plus qu'avant. D'accord, très bien. Alors, la troisième question, je vais l'orienter plutôt vers le type de lecteur ou de lectrice, on va dire, à qui vous destinez réellement ce roman. Si la question se pose, bien évidemment, pour vous, je pense, non seulement aux thématiques que vous abordez, mais aussi au prix du livre, qui reste quand même un frein pour plusieurs lecteurs. Le prix aujourd'hui au Maroc est de 259 dirhams. Comment voyez-vous cette question d'accessibilité? C'est très problématique. C'est extrêmement problématique et c'est pour ça que j'essaye en ce moment d'entrer en négociation avec certaines maisons d'édition au Maroc pour avoir une coédition et pour qu'il soit accessible parce que, en effet, moi, vous me posez la question par rapport au lectorat que je vise, c'est clairement vous, c'est clairement les jeunes Marocains et Marocaines. Et c'est vrai que c'est un prix qui... même moi, je devrais pas le dire, mais même moi, à ce prix, je l'achète pas. Je trouve ça... Ouais. Mais voilà. Après, c'est l'industrie du livre aussi. J'ai pas vraiment le choix pour l'instant. Un format peut-être numérique, avec un prix qui serait plus accessible. Je suis en train de voir ça avec les maisons d'édition. D'accord, très bien, ok. Alors, votre roman évoque clairement des thématiques déjà, on va dire, largement explorées. Je pense là à Xaxos, on vient d'en parler à la cafette, particulièrement le roman Une femme au pays des Fokara. Je pense également à Léla Slimani, Parole d'honneur, Zil Moukhouar, La poule et son cumin. Comment, selon vous, votre roman apporte-t-il une nouvelle perspective ou une voix différente face à ces sujets, on va dire, qui reviennent souvent? Oui, je pense que c'est une voix différente. Je pense que chacun et chacune a son style et son approche, sa façon de dire les choses.
Après, par rapport au... Enfin, je pense que, en réalité, je pense que, oui, il y a des thématiques, évidemment, comme les chemins, comme plein de choses qui ont déjà été abordées plein de fois, mais j'ai pas l'impression que ça a été abordé de cette façon. Et surtout, il y a beaucoup de romans qui critiquent la société marocaine, et mon roman en fait partie, mais la différence, c'est que ce roman, c'est aussi une critique de la société française. Et surtout, s'il y a mon héroïne, elle ne se libère pas grâce à l'Occident, en fait. C'est vraiment, c'est une autre trajectoire, et c'est pour le coup une autre perspective, parce qu'elle ne se libère pas, elle suit une certaine, enfin plusieurs pressions en partant du Maroc, en pensant se libérer et s'en affranchir en arrivant en France. Et en fait, c'est la double peine. La double peine de la double culture, etc. C'est rencontrer un autre regard stigmatisant, une forme de racisme ordinaire, plein de préjugés et tout, qui fait que, voilà, c'est tout aussi... elle suffoque tout autant en France qu'elle suffoquait au Maroc. Et ça, je pense pas qu'on l'ait vu ailleurs. Enfin, je pense pas. Mais... Oui. C'est l'histoire que je voulais, qui me tenait à cœur de raconter. D'accord, très bien. Alors, votre roman traite d'enjeux sociaux importants, notamment autour de la condition de la femme et des évolutions sociales, dans un contexte où la lecture connaît une crise, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Quel rôle pensez-vous que la littérature peut encore jouer pour sensibiliser le public à ces questions essentielles? Moi, je pense que le rôle de la littérature est primordial, parce que aujourd'hui, on a l'impression, enfin, il faut toujours avoir un avis arrêté tout de suite sur tout, et c'est pesant. Alors que je trouve que la littérature, en tout cas la fiction, les romans, permettent d'avoir un espace en fait de réflexion beaucoup plus large, et ne pas apporter de réponse spécialement. Enfin, comme vous allez le lire, on ne vous spoile pas, il n'y a pas d'issue vraiment, il n'y a pas de solution qui est proposée, qui soit proposée, il n'y a pas vraiment de morale dans mon livre. Et je trouve que c'est hyper important de laisser le livre continuer dans la tête du lecteur. Et par exemple, c'est Kundera qui disait, et ça m'a marqué, Kundera dans des entretiens qu'il avait donné à Philippe Roth, il disait le roman cherche en fait, il pose des questions, et le but d'un roman c'est d'avoir question à tout et pas réponse à tout, et moi je m'inscris totalement là-dedans. Moi je ne prétends pas en fait à travers mon livre avoir donné des réponses, mais plutôt à essayer de provoquer des questionnements voilà, qui m'habitent en tant qu'auteur et qui habitent mes personnages surtout, et puis donner le plus de complexité possible et d'ambivalence aux personnages, je trouve ça hyper important. Moi honnêtement, je ne pourrais pas dire qui a raison, de quel côté en tant qu'autrice je suis. Je parle de tous mes personnages, et par rapport au dialogue justement que vous avez cité entre Nawel et Cilia, moi je suis incapable de vous dire qui a raison, si c'est Cilia ou si c'est Nawel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette espèce de ping-pong entre voilà, des différentes visions des choses. Ouais, voilà. Je reviens peut-être à la question de la lecture, de la crise de la lecture justement. Aujourd'hui, on sait que, comme les artistes, aujourd'hui, les auteurs ont besoin de fournir, on va dire, plus d'efforts pour rapprocher leurs travaux, leurs romans, dans votre cas, aux lecteurs. Vous, particulièrement, je vois que vous êtes quand même présente sur les réseaux sociaux, dynamique, donc vous partagez un petit peu avec votre réseau ce que vous faites, les signatures, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez un effort supplémentaire à faire pour, surtout quand vous êtes une jeune écrivaine, donc c'est votre premier roman, comment faire pour gagner plus de lecteurs, surtout quand on sait que maintenant les mecs sont plus accros au smartphone, etc., qui s'éloignent de plus en plus du papier et des versions papier, voilà. Ouais. C'est compliqué de répondre à cette question. Je sais pas, moi je suis quand même optimiste. À chaque fois que j'ai rencontré, bon, vous êtes vraiment, pour le coup c'est vraiment vrai, vous êtes vraiment les premiers étudiants que je rencontre, mais j'ai rencontré des lycéens, même des collégiens et tout, et qui m'ont lu, qui ont joué le jeu et qui étaient à fond, et qui, en fait, il y a une demande, il y a une curiosité, peut-être pour découvrir des voix contemporaines, d'un style plus accessible en réalité, plutôt que des classiques, etc. Moi je trouve ça hyper dur de demander à des étudiants d'entrer en littérature, de s'intéresser à des livres à travers, tout de suite en leur imposant de lire des classiques. Je trouve, ouais, je sais pas, alors que je pense qu'il faut essayer de les intéresser, voilà,
les stimuler, de stimuler leur curiosité en essayant de leur faire découvrir des romans contemporains qui ont des codes, qui ont un langage urbain, enfin, actuel, etc. Moi, je trouve que c'est super important. Et les classiques, ça viendra après, mais je pense qu'il faut les attraper comme ça. Alors pour finir peut-être et donner la parole aux étudiants, vous avez eu l'occasion de rencontrer directement vos lecteurs et lectrices lors de la signature de votre roman au Salon international de l'édition et du livre, CIL 2025. Quel retour avez-vous pu recueillir, notamment de la part du public marocain? Est-ce que vous avez échangé avec vos lecteurs et lectrices? Juste un petit feedback peut-être. Je pense que c'était le premier contact au Maroc après la parution de votre roman, c'est ça? Oui. C'est drôle parce que tout de suite on m'interpelle toujours sur cette fameuse scène, ce dialogue entre Cilia et Nawel, et Nawel qui reproche à Cilia de parler du Maroc qu'elle ne connaît pas, qu'elle a quitté, etc. Et c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses de notre rapport à notre pays, notre culture, c'est-à-dire que il y a ça qui dérange, le fait que, et en réalité je l'entends et je le comprends, le fait que des critiques émanent de gens qui ont choisi de quitter le Maroc. Et en même temps, la difficulté peut-être de m'attaquer mon livre, mon roman, c'est que, par rapport à ça, c'est que Cilia, elle n'est pas dans le déni de ça. C'est-à-dire qu'elle le sait qu'elle est hors sol et elle le dit. Et du coup, elle assume ce côté totalement déconnecté et un peu déphasé et ce regard pas très dédié de la société marocaine et de la vie au Maroc. Mais ça ne l'empêche pas de parler, de s'exprimer et de lancer certaines choses. Et c'est cette ambivalence-là, cette dualité qui, je trouve, est intéressante. Parce que ça dérange et en même temps, ça bouscule quelque chose et voilà, ça montre que, en fait, quand on ressent énormément de colère, comme c'est le cas de mon héroïne Cilia vis-à-vis de son pays, qui est le Maroc, c'est qu'il y a énormément d'amour, en fait, et de tendresse, et du coup, voilà, on ne peut que l'écouter. Enfin, en tout cas, moi j'espère qu'on peut être à l'écoute de sa détresse et voilà, du fait qu'elle, en réalité, Cilia, quand elle arrive en France, elle est mal parce qu'elle aurait dû rester au Maroc, parce qu'elle est plus en phase en fait avec les codes marocains, et d'ailleurs, même au niveau de ses prières, etc., ça revient toujours, c'est ça qui la sauve, le retour aux sources, sur la ferme du grand-père, aux racines, etc. Donc en fait, c'est un appel à retourner au Maroc, en réalité, ce livre. Mais pour ça, il faut faire bouger des choses, voilà. Et je pense que c'est ça qui... En tout cas, c'est le message... S'il y a un message que j'ai voulu transmettre, c'est celui-là. Laissez-nous revenir, en fait. Voilà. Restez et revenir. Très très beau message. Alors avant d'écouter les étudiants, je vous propose de voir quelques chroniques. On va peut-être voir deux, de la contrainte du temps. Zéna, tu gagnes combien? Quoi? Non, Chouma. Chouma. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis Selma Haddad et on va parler du livre La Chouma. Rappelez-vous la première fois où vous avez entendu le mot Chouma? Ou savez-vous combien de fois ce mot a résonné autour de vous? Deux questions irréalistes. Pendant longtemps, je me suis retrouvée dans des situations où je gardais les yeux grands ouverts, observant chaque chouma qui m'était lancé. Comme l'indique le titre du roman, l'air chouma est polysémique, voire intemporel. Elle est partout, elle s'adapte à tout, comme un caméléon. La plupart d'entre nous, les Marocains, adorent le griffer. On n'a pas le temps d'expliquer, ou plutôt, on ne sait pas par où commencer. Aujourd'hui, c'est chouma de ne pas savoir parler français. Demain, ce sera chouma de ne pas savoir parler anglais. Dès que quelqu'un sort du cadre de ce que nous considérons comme normal, il bascule dans la zone de la honte, celle qu'il faut éviter à tout prix. Que diront les voisins? Tu vas nous faire honte. C'est Ib, c'est chouma. Un ordre sans justification où des inconnus nous dictent nos vies. C'est incroyable.
C'est précisément cette mécanique que Dunia Hedni explore dans son roman La Chouma à travers le personnage de Cilia, une jeune femme marocaine en révolte contre les inégalités sociales et les contraintes morales. Ces questions résonnent comme un cri de liberté en disant par exemple « Quand ils ne seront plus là, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qu'il va rester de toi ?» Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la marocanité du texte. La Dalija y est vivante presque à chaque page. Des Bismillah Rahman Rahim ou des expressions familières qui résonnent si justes comme « Où est la police? Jamais là qu'on en a besoin » ou même « En ce temps spectacle, c'est chaud !» Je ne vous spoilerai pas les scènes qui révèlent des réalités qui dérangent comme le divorce humiliant ou le mécontentement du psy de Cilia, etc., etc. Car la honte ou bien la chouma, c'est une voix qui murmure « Attention, on te regarde » lorsque tu choisis ta vie. Ce roman est une clé pour nous, Marocains d'ici ou de là-bas. Il donne des mots à ce malaise qui nous ronge depuis l'enfance, car on nous apprenait à avoir honte sans même savoir pourquoi. Dunia, un feedback, après on va la deuxième ou on doit les deux ou la... Non, mais quel talent de... Non, mais c'est hyper catchy et tout, vraiment. C'est ultra vivant, dynamique et tout, j'adore. Il est lauréate de l'école des beaux-arts de Tessois. Ah, ça la maîtrise de l'image. C'est pas étonnant alors. Elle est artiste. Non, mais c'est pas vraiment, c'est... Lève-toi Selma, lève-toi, comme ça on va bien l'applaudir, allez. Sous l'eau, tout est flou. Le monde s'efface. Ne reste que ce battement sourd, régulier, obsédant. On apprend vite à dissimuler. Un sourire peint à la hâte, un rouge éclatant sur des lèvres tremblantes. Derrière chaque geste, la peur. Derrière chaque éclat, la fissure. Pendant que tout s'efface, un seul mot grandit. Un mot suinte. Il s'inscrit sur la peau. Il s'accroche aux os. Il hurle sous la chair. À force de l'entendre, on s'y enferme. Peu à peu, les murs se craquellent. Les souvenirs se brouillent. Tout devient morceaux disloqués, éclats de silence entremêlés de cris qu'on n'entend plus. Rien ne tient debout. Pas les murs. Pas les gestes. Pas les souvenirs. On glisse sans bruit. On s'accroche à des ruines déplacées, à des lumières mortes. Le monde s'effondre doucement, engloutissant les derniers refuges. Premièrement, je vous félicite pour votre... C'est une première expérience littéraire, mais que je juge réussie. Mais j'aimerais vous poser une question et ensuite je vais donner une certaine contextualisation. Alors, je vous pose la question, comment vous voulez lutter contre les préjugés sociaux sur les femmes, alors que vraiment c'est une question dans un ordre un peu constructif, c'est pas pour... voilà. Alors, mais on est là pour discuter, pour polémiquer, débattre, il n'y a pas de... Donc je pense qu'il y a une certaine, pas un encouragement de hiérarchie, mais je pense que les malheurs des femmes ne sont pas les mêmes. Quant à la question des classes sociales, par exemple, une femme venant d'une classe sociale aisée, ses malheurs ne sont pas les mêmes qu'une femme venant d'une classe sociale un peu... voilà. Donc j'aimerais bien savoir, vous, comme écrivaine, et comme écrivaine engagée, comment vous pouvez lutter contre ces préjugés, alors que dans le roman, il n'y a pas le personnage de Cilia. Je pense que c'est un personnage stéréotype entre guillemets. Toute femme ne peut pas s'identifier à ce personnage.
Est-ce que dans vos prochaines écritures, Inch'Allah, vous pensez s'élargir sur d'autres perspectives ou peut-être donner la parole à d'autres d'autres femmes venant d'autres cultures, etc. Merci pour ta remarque. On peut. Je te tutoie, ça te dérange pas. Je te tutoie, je te vous vois. Non, c'est pas grave. Ok. En fait, quand tu dis les malheurs ne sont pas les mêmes, selon le fait que. Enfin, oui, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, ça, Cilia, elle le sait, enfin, elle en a conscience, elle n'est pas en train de dire que. Elle exprime un mal-être, c'est son mal-être, elle a le droit de le faire, et donc elle le fait, mais tout en sachant évidemment que voilà, elle est ultra privilégiée, elle le dit depuis le départ, et ça n'empêche pas de ressentir voilà, aussi d'être sensible au malheur de sa cousine qui vient pas tout à fait du même niveau social, même si elle est de sa famille, de sa nounou, son chauffeur, etc. Le fait qu'elle aussi, elle reproduit en fait ce qu'elle dénonce en réalité à plusieurs reprises, et peut-être que c'est ça qui t'a dérangé, c'est-à-dire que le hagra, le mépris de classe, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas, et au départ, bon, elle est furieuse, donc elle hurle contre le monde entier, on a l'impression que elle sait mieux que tout le monde ce qui ne va pas, et c'est assez, ça peut être très agaçant, mais en fait, en réalité, on voit tout au long du livre que ce mépris de classe, elle le reproduit. Elle le reproduit avec les chauffeurs Uber qu'elle prend, etc. Et puis même avec Jade, quand elle rencontre Jade, qui vient d'un milieu, qui vient du 18e, d'un milieu, enfin qui touche le RSA, etc. Et elle le sait, enfin je veux dire, c'est pas, comment dire, elle a, à travers ce personnage, elle n'avait pas l'envie de prendre qui que ce soit de haut, au contraire, c'est d'essayer de montrer que voilà comment on peut aussi reproduire des choses qui nous ont fait mal et qui nous dérangent parce que c'est quelque chose de systémique. Et quand tu dis que le personnage est pourtant un personnage stéréotypé parce qu'on ne peut pas s'identifier, on a du mal à s'identifier à elle parce qu'elle est particulière, ben, en réalité, si on a du mal à s'identifier à elle, c'est peut-être parce que c'est pas un personnage stéréotypé justement. Voilà. Mais t'as le droit de le penser. Bonjour tout le monde, merci. Je tiens à remercier Madame le professeur Louline Khali d'avoir bien sûr organisé cette rencontre et nous permettre de vous rencontrer de manière physique et personnelle pour apprendre plus de votre roman. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir lu votre roman La Chouma durant ce deuxième semestre. Je suis Alania, je suis étudiante en première année master d'éducation artistique et médiation culturelle. Et ma question est la suivante. Donc, quand vous avez écrit ce roman afin de transmettre vos pensées au public, que ce soit ici au Maroc ou ailleurs en France, j'aimerais savoir, est-ce que l'écriture de ce roman vous a-t-il permis un peu de vous libérer des chaînes, voire des gouffres de la société marocaine ou celle française et de son regard inquisiteur? C'est ça la question. Je pense que ça m'a permis d'en avoir conscience déjà, et c'est beaucoup. Après, il y a plein d'auteurs qui disent qui pensent et qui sont convaincus que la littérature ou le fait d'écrire, l'écriture, c'est un pouvoir thérapeutique, voilà, cathartique, tout ça. Moi, j'y crois pas trop en réalité. Je pense que si on veut faire, je pense que si on a des besoins il faut mieux faire une thérapie tout court. Enfin, je pense pas du tout que ce soit. J'accorde pas autant de puissance à la littérature et l'écriture, même si évidemment ça me passionne. Mais oui, je pense que ça m'a aidé à en prendre conscience, et c'est déjà énorme. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que je sais que l'écriture, de manière générale, peut être aussi perçue comme une forme de thérapie. Donc c'est pourquoi j'ai eu cette question en fait. Merci énormément pour votre réponse. Merci. Merci Alania. Une autre question? Je vous remercie
merci d'abord pour votre présence entre nous. Je remercie également notre cher professeur Mariam Khalil pour tous ses efforts. Votre roman L'Ahchouma décrit une réalité où la mixité sociale paraît presque inexistante. Et je pose la question suivante. Pensez-vous que cette mixité soit possible au Maroc et comment? Parce que j'étais basée sur une citation tirée de votre roman où vous écrivez « Les pauvres traînent avec les pauvres, se marient entre eux et engendrent d'autres pauvres ». Félicitations. Et merci d'avance. Merci Salma. Moi, en tout cas, pour le coup, peut-être que je manque de tête, mais j'ai quand même l'impression que la mixité sociale, elle n'est pas... Enfin, moi, je la vois pas. Mais peut-être que je me trompe. Vous pouvez me dire d'ailleurs si je me trompe. Je sais pas. Merci, sister. Ouais, pour moi, elle n'existe pas. Et en effet, on est dans un espèce d'entre-soi tout le temps. Et je pense que c'est lié au système éducatif au Maroc. C'est-à-dire que voilà, quand on a de l'argent, on met ses enfants dans des écoles privées ou à la mission française. Et donc en fait, on reste. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai été à la mission française et j'avais l'impression d'être avec des clones de moi-même, quoi, des enfants de clones de mes parents, etc. Et donc ça, c'est insupportable. Et on se frôle et en réalité, on se fréquente pas. Voilà, c'est difficile. Voilà. Donc mais après, je pense que ça doit passer par l'école. Et par rapport pour en revenir, je sais pas, ça m'a fait penser à revenir à ta question, mais c'est un peu ton prénom, pardon. Salma aussi, Salma, par rapport à ce que tu disais sur s'il y a le fait qu'on a du mal à s'identifier et tout ça, j'entends et en même temps, ce qui est intéressant à travers la trajectoire de ce personnage, c'est qu'on voit qu'elle a tout en fait pour être bien. Elle a tout. Elle est aisée, etc. Au Maroc, elle a tout. Elle a plutôt des parents aimants. Quand elle arrive en France, elle évolue dans des cocons privilégiés, classe préparateur littéraire, journal de gauche, etc. Elle a encore de l'argent. Enfin, je veux dire, sur le papier, il n'y a rien de quoi elle va se plaindre. Et pourtant, elle est en souffrance. Elle est en souffrance pourquoi? À cause de dépression qu'elle a vécue au Maroc, de l'Ahchouma, etc. Le fait que le regard des autres soit aussi important. Et du coup, ça l'empêchait de se construire parce on s'oublie, c'est ce que tu disais, Selma, dans ta chronique. Tu l'as très justement dit. Tu as dit on nous apprend à avoir honte sans savoir de quoi et pourquoi depuis le début. Et ça, c'est vraiment problématique dans la construction, dans notre construction, quoi. Et puis après, donc en France, le fait d'être complètement stigmatisé, et de devoir en plus jouer le rôle de la bonne arabe de service, etc. Tout ça, ça crée une tension qui peut être dangereuse. En tout cas, pour mon personnage, ça l'a conduite très très loin dans ce mal-être et ce malaise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, voilà, même elle qui est normalement, un peu, qui devrait être heureuse, elle n'est pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire des gens qui ne viennent pas de la même classe sociale, qui n'ont pas les mêmes moyens qu'elle, qui n'évoluent pas dans les mêmes milieux, qui restent bienveillants, même s'ils sont problématiques à tous égards? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste de se dire bon, elle a tout ce qu'elle veut, elle nous énerve, c'est les autres qui sont importants et tout. Elle a tout ce qu'elle veut, oui, mais elle est en détresse quand même. Et ça met en lumière aussi, je pense, la détresse beaucoup plus forte et sans doute plus légitime d'autres. En fait, c'est pas une mise en concurrence. Mais je comprends que ce soit agaçant. De toute façon, je l'ai construit pour qu'il soit un peu agaçant ce personnage. Donc ça veut dire que j'ai réussi. Bonjour, je m'appelle Nadège Delissi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence et je tiens à vous féliciter pour votre roman. Donc, d'après ma lecture, j'ai ressenti que vous avez utilisé une tonalité, on peut dire, qui est un peu agressive.
Donc, ma question est la suivante. Donc, pourquoi avez-vous choisi un style aussi agressif ou brut pour aborder des sujets aussi sensibles? Donc, personnellement, je crois que certains sujets doivent être traités d'une manière délicate. Donc, est-ce un choix personnel ou une stratégie littéraire pour marquer le lecteur? Voilà. Merci Nada pour cette question. C'est un livre sur la colère qui travaille à partir de la colère. Et ça, c'est totalement assumé. Et c'est vrai qu'on le sent du début à la fin. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Et j'entends tout à fait que pour toi, c'était peut-être un peu trop agressif, etc. Mais pour moi, c'est ce qui fait l'intérêt du livre. Après, je comprends que, voilà, on rentre dedans, on rentre pas dedans. Mais oui, c'était voulu. C'était voulu. Et après, je sais plus. C'était ça ta question, est-ce que c'était voulu? Oui, oui. Est-ce que vous avez choisi pour vous ce style? C'est-à-dire, vous ne croyez pas que certains sujets doivent être traités d'une manière délicate. Donc c'est un choix justifié. C'est-à-dire que moi, j'ai pas écrit ce roman pour traiter de sujets, si tu veux. C'est pas un essai, c'est vraiment un roman. Donc, moi, mon but, c'est de raconter une histoire et de trouver la meilleure façon à travers ma narratrice, mon personnage principal qui est Sylvia, de trouver la meilleure façon de raconter et d'être au plus près de sa colère à elle. Et c'est difficile d'écrire un roman sur la colère s'il n'y a pas de colère, tu vois. Mais en fait, ma trajectoire, c'était pas je veux parler de ces sujets et comment je fais pour le faire. C'est je veux raconter une histoire et à travers cette histoire, elle recèle de thématiques, etc. Et j'y vais. Et du coup, ça change la perspective. Mais je comprends tout à fait. Merci. D'autres questions? Les étudiants, d'autres questions? Alors, je vais donner le micro déjà à nos deux... Oui. Vous allez prendre la parole? Alors, bonjour. Mon nom c'est Nisrine. Et j'ai une petite question pour vous. Mais tout d'abord, je voudrais bien vous remercier pour votre présence et pour déjà avoir écrit le livre. Et ma question, elle porte sur le fait que, bien, vous avez dit au début que l'écriture, c'était suite à un épisode personnel. Ma question porte sur le fait, est-ce que c'était difficile de partager? Parce que je sais, quand on écrit à partir de ressources qui sont personnelles, il se peut que le partage ne soit pas aussi facile que ça. Donc ma question va dans cette direction. Est-ce que ça a été facile de partager? Merci Nisrine. Je suis un peu intimidée parce que j'ai un peu peur de toi après ta vidéo. Donc j'espère que ma réponse... voilà. Oui, c'est très dur, je te cache pas, c'est pas facile. En fait, il y a eu pour moi 2 phases. Il y a eu la phase d'écriture, 3 phases. La phase d'écriture, qui donc elle était vraiment pour moi, c'était un peu impulsif. La phase de réécriture avec un S qui a duré très longtemps, et ça c'était moins dur dans le sens où le fait de devoir réécrire, de faire attention à la musicalité, au fait que voilà, il faut que ça sonne juste, il faut pas, ça t'aide à prendre de la distance. Quand tu utilises ça comme de la matière, ça t'aide vraiment à prendre de la distance. Et du coup, c'est ça qui m'a permis ensuite de pouvoir assumer une fois, de pouvoir assumer cette histoire une fois qu'elle a été publiée. Et donc je me suis posé la question de dire, est-ce que Dounia, t'as envie de le dire, ça, que tu l'as vécu à l'épisode à Saint-Anne, etc., surtout en sachant à quel point, voilà, ce genre d'épisode est hyper mal vu, à quel point tu es jugé, le regard des gens change sur toi, et que ce soit au Maroc ou en France, d'ailleurs, les maladies, les troubles, etc., les épisodes comme ça, c'est encore très tabou un peu partout. Je me suis demandé s'il fallait le dire ou si je restais pas, parce que j'aurais pu juste dire que c'était un roman et que tout était romanesque et voilà, et me le préserver. Et je me suis posé la question. Mais en fait, je l'ai assumé déjà parce que grâce à cet épisode, j'ai appris à ne plus avoir honte. Et c'était un peu paradoxal, ce qui peut paraître paradoxal et un peu bizarre parce que c'est quand même le summum de la honte d'être en hôpital psychiatrique. Mais en fait, moi, ça m'a appris à me décharger de ça.
Et ensuite pour les jeunes qui peuvent traverser, pas sans arriver à l'hôpital psychiatrique, mais voilà, je ne sais plus qui a parlé de malaise tout à l'heure, qui vivent avec ce malaise, avec ce poids. Pour moi, ça change les choses de dire, voilà, j'ai écrit mon livre, j'ai vécu ça, je m'en suis sortie. Je trouve que pour le coup, c'est important voilà, pour mes lecteurs, en fait. Ouais. D'accord, merci pour la vulnérabilité. Je donne la parole à la professeure Nadia Sapari. Deux petites questions du corps enseignant. Alors moi j'avais une double question. Déjà depuis tout à l'heure on s'adresse à vous comme jeune autrice. Mais en fait vous publiez votre premier roman aux éditions Albert Michel. Déjà une très grande maison d'édition. Donc c'est en soi une reconnaissance du milieu éditorial que d'avoir publié ce premier roman aux éditions Albert Michel. Mais un peu, je dois vous avouer que j'ai cherché un petit peu avant cette rencontre, je vous ai un peu googlé, comme on fait tous. Et donc, j'ai découvert que votre parcours, on part en France pour les études, et par la suite, pouvait être très intéressant comme modèle, comme exemple par rapport à nos étudiants. À savoir que les étudiants dans le cadre du master suivent un certain nombre d'enseignements pour être par la suite actifs dans le milieu de l'art et de l'éducation. Et justement, le module pris en charge par Melième s'occupe de ces métiers de l'éducation artistique et de la médiation culturelle. Donc j'ai vu un petit peu dans votre parcours que vous êtes passé par l'IB, par la presse. Est-ce que vous avez fait des études dans ce sens? Est-ce que la question de la médiation ou la question de la focale médiatique est au cœur de vos soucis, même en tant que romancière? Et comment cette bifurcation s'est faite des médias vers la littérature, sachant que c'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont quand même assez éloignées. Je pense que votre parcours est assez intéressant pour nos étudiants, pour voir aussi, au-delà de ce que raconte le roman, comment est-ce qu'on devient romancier, comment est-ce qu'on devient un acteur dans la médiation, dans le sens de journalistique plus tard. Voilà, merci. Merci beaucoup, professeur. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit professeur. Vous pouvez dire tout simplement. Non, professeur. Alors oui, c'est vrai que c'est un premier roman qui a été publié chez Albert Michel, c'est pas n'importe quelle maison d'édition. Mais moi j'insiste toujours pour dire que j'ai eu 30 refus en 2 ans avant de tomber sur Albert Michel. Donc c'est pas, voilà, ça a été vraiment un vrai parcours du combattant et je pense que c'est important de vous le dire à vous étudiants que voilà, c'est pas parce que si vous avez envie d'écrire, c'est pas parce que vous êtes refusé que votre livre ne vaut rien ou qu'il ne va pas trouver sa voie plus tard. Il faut vraiment s'accrocher. Peut-être que je me suis trop accrochée. Du coup, non, puisqu'il est sorti, donc ça a marché. Mais en tout cas, voilà. 30 refus en 2 ans, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de noms, 30 fois de suite. Mais voilà, donc il faut s'accrocher. Ça, c'est déjà, je veux le dire. Après, pour répondre à votre question sur comment on fait pour passer de la voie médiatique au livre, à l'écriture, en réalité, je pense qu'il n'y a pas une seule trajectoire, une seule façon de faire. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, si ce n'est qu'il faut beaucoup lire, énormément lire. Je ne pense pas qu'on puisse écrire si on ne lit pas. Et puis, il faut aussi essayer de trouver sa voie, c'est-à-dire de ne pas imiter des écrivains qu'on aime ou leur style, ne pas chercher à les imiter. Vraiment essayer de trouver sa façon, son style, et de le travailler, de le retravailler, etc. et faire en sorte que ça sonne juste. Moi, au départ, quand j'ai commencé à écrire, je voulais faire des jolies phrases, etc. En fait, c'était horrible parce que ça sonnait faux. Et je pense vraiment qu'il faut rechercher la justesse. Et cette justesse-là, dans l'écriture, elle est très différente de la justesse qu'on recherche dans les médias. C'est-à-dire que quand on est journaliste, il faut répondre aux 5 questions W, il faut tout de suite rentrer dans les faits, on va effacer un peu le style et tout au profit de l'information.
Donc c'est vraiment, c'est d'autres critères, c'est technique en fait, c'est nos techniques. Donc en fait, vous avez une formation en journalisme. Oui. Juste pour avoir une idée sur votre parcours à vous, en fait. Oui, en fait, moi j'ai fait une prépa littéraire, et puis après une école de journalisme, et voilà. Et ensuite, je suis rentrée, j'ai essayé de revenir au Maroc. Ça a duré 1 an, mais j'ai essayé, pour lancer le Huffington Post Maroc, et puis après je suis retournée à Paris, et voilà, j'ai été embauchée à Libé, Libération, je suis restée 6 ans là-bas. Et d'ailleurs, dans le livre, la partie qui se passe au journal est tout ça inspirée de l'expérience que j'ai pu avoir là-bas. Mais oui, c'est en effet l'écriture. Parce que parfois on me dit oui, mais tu as été journaliste, donc ça a dû être facile pour toi d'écrire ce livre. Mais en fait, non, ça n'a absolument rien à voir. Et je pense. Ouais. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait vraiment d'école pour écrire. Je pense que par contre, j'ai fait des ateliers d'écriture, ça oui. J'en ai fait plusieurs avec des écrivains dont j'aimais l'approche. Et c'est vrai que ça m'a aidé à être à l'écoute en fait de ma voix, de mon style et d'avoir un regard critique. Je pense que c'est très important de pouvoir avoir la distance nécessaire pour avoir un œil critique sur sa production. Parce que c'est un métier, parce que c'est ultra solitaire en fait. Pendant des années, on est enfermé, on est seul avec son texte. Si on n'arrive pas à voir ce qui ne va pas, c'est compliqué. Et je pense que les ateliers d'écriture, c'est un moyen qui permet d'éveiller ce sens. Et surtout que c'est collectif en général. Donc c'est bien d'apprendre à se lire, à se critiquer, etc. Entre vous, même, moi je vous encourage, les étudiants, à le faire. C'est hyper important. Et à vous critiquer sérieusement et de façon constructive, ne pas avoir peur de heurter, parce que c'est du travail en fait, c'est que du travail, c'est que de la matière. Voilà. Merci, Julia. Professeur Aziz Kish. Merci Mariam de m'avoir fait l'amitié de m'associer à cette belle rencontre. Et c'est un plaisir de rencontrer l'écrivaine en chair et os. Alors, il y a beaucoup à dire sur un roman qui est intéressant en lui-même. Quand tu m'as fait l'amitié de l'inviter, j'ai tout de suite pensé à le lire. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai lu en nuit secrète. C'est un livre plein de vie. Il engage, il emporte. Ça fait plaisir. Alors je pense qu'il importe de souligner certains points très rapidement. Alors d'abord, quand l'auteur a fini d'écrire son livre, de faire son travail, l'œuvre elle existe à partir de la rencontre entre le lecteur et elle. C'est la critique. Je suis un petit peu gêné quand je ne sais pas pour aujourd'hui, de manière globale, je suis un peu gêné quand on fait le procès d'un auteur. Pourquoi tu as écrit ceci, pourquoi vous avez écrit cela, pourquoi pas cela. C'est un choix d'écriture et il appartient au lecteur d'en faire l'exploitation qu'il veut. Voilà. Je mets ça en connexion directe avec la nécessité de faire quand même une petite différence entre l'auteur ou l'autrice ou l'auteur et le narrateur ou la narratrice. Parce qu'il y a tout un travail de stylisation, de fictionnalisation, de qu'est-ce on choisit ce qu'on veut dire, etc., etc. Mais je sais pertinemment qu'on écrit bien que ce qu'on a vécu dans sa chair et son âme. Donc ça c'est quand même assez important à souligner. Alors il y a un autre point qui me semble important à souligner, c'est que la Hchouma ne rend pas justice complètement au roman. Parce qu'il n'aborde pas que la Hchouma. Et même, j'ai l'impression que l'essentiel est ailleurs. Je pense que l'essentiel est ailleurs. C'est-à-dire que la narratrice sensible au Hchouma, qui fait partie un peu de la panoplie normative de notre culture, c'est une chose. Mais la moindre des choses, ça aurait été aussi de dire, il y a la Hchouma que la narratrice a vécu ici, et il y a le regard discriminatoire et hautain de l'autre, qui est beaucoup plus
à mon sens, beaucoup plus important, parce qu'avec la distance, on aurait pu imaginer qu'ailleurs c'est beaucoup mieux, c'est plus constructif, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Me semble. C'est pas votre choix. C'est un titre que vous avez choisi. C'est votre choix ou le choix de quelqu'un d'autre, etc. Il y a une considération, ça ne m'intéresse pas beaucoup d'entrer dans les détails pourquoi ce titre pas non. Mais pour rendre justice au livre, il faut dire qu'il y a autre chose. Il y a une expérience psychologique beaucoup plus forte et qui est peut-être même à la suite de ça. Et puis si quelqu'un est victime de chemin, c'est pas la narratrice qui est très armée pour et aller outre la chemin. Alors elle a tous les moyens matériels, culturels, familiaux, etc., pour aller au-delà de la chemin et pouvoir même changer d'espace. Alors, un autre petit point, c'est le procès qu'on fait aux écrivains de ne parler de leur pays que quand ils sont ailleurs. Je trouve que c'est une accusation un peu hypocrite entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il faut une distanciation pour pouvoir parler de quelque chose. Quand on est en plein dans le vécu du quotidien, on a peine à y voir très clair. Donc il faut une distanciation. Il faut aller ailleurs, il faut regarder, voir un petit peu. Maintenant, l'importance du livre, de n'importe quel livre, pas le livre seulement, ce n'est pas dans le pont nécessaire qu'il y a avec le pays d'origine, le pays d'accueil. C'est dans l'importance des thématiques qu'il aborde. Qu'est-ce qu'il pose comme thématique? Comment l'instance narrative le développe? Et à partir de là, il permet au lecteur des perspectives beaucoup plus larges. Voilà. Donc c'est beaucoup plus tard l'importance du roman. Bon, je ne vais pas faire une conférence du littérateur. Je termine sur deux petites questions très simples. Mais là, c'est l'auteur. C'est même pas la narration. Le choix de Jed comme Algérien en 2025, je suppose, j'imagine que ça n'a pas été évident à gérer. Alors, c'est pas pourquoi pourquoi l'auteur ou l'autrice l'a choisi, mais est-ce que ça a été facile à gérer? Ça, c'est un petit détail de l'écriture pour l'architecture globale. Et l'autre petite chose, c'est que la narratrice est d'origine du Moyen Atlas, et quand elle parle de sa langue maternelle, elle cite l'arabe classique, ou bien de l'arabe. Le Moyen Atlas, c'est la Mazir. Et l'auteur aurait pu trouver des phrases de ce tableau. Bon, j'ai rien contre, hein. C'est juste aussi dans l'ingénierie globale. Mais c'est un très beau livre, un très beau commencement. Et je suis certain que l'avenir vous sourit la bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Merci beaucoup, professeur, pour non, ça me fait beaucoup plus plaisir si vous me dites Aziz. Professeur Aziz. Non, j'aime bien dire professeur, ça fait longtemps que ça me fait plaisir. Déjà, merci pour votre remarque sur le titre, parce que c'est très juste. C'est très juste. Après, pour être totalement transparente, en effet, c'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est la maison d'édition qui a insisté pour le choisir. Et donc, Albin Michel, c'est une maison d'édition française. Et c'est vrai qu'en France, et d'ailleurs je le ressens dans l'accueil qui est fait au livre et dans les questions qu'on pose, qui les intéresse le plus, les journalistes en tout cas, c'est de me questionner sur le Maroc, tout le temps, les Chouma, le Maroc, etc. Alors que c'est le début, mais que tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec la France est beaucoup plus fort, quoi, et critique, et c'est ça qui fait l'intérêt en réalité de ce que je raconte en effet. Et ça, ouais, ça passe à la trappe. C'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que c'est comme si mon livre se terminait quand Cilia arrive en France, quoi. Et que c'est qu'une dénonciation du Maroc du début de A à Z. Et c'est très frustrant. C'est une stratégie commerciale. Oui. Oui, en fait, j'ai l'impression que
les journalistes en France et tout, ils sont très contents de savoir de lire des livres qui racontent, voilà, où il y a des héros, des héroïnes arabes qui arrivent en Occident et qui se libèrent grâce à l'Occident et qui sont libérés sexuellement dans leur tête, etc. Voilà, c'est la liberté, les lumières, machin. Et quand on commence à toucher à ça, tout de suite, il y a une espèce de, je sais pas, il y a un rideau en fait. Et je trouve ça assez étonnant et en même temps rassurant par rapport à nous, à notre société marocaine, parce que j'ai l'impression que même si, c'est vrai que ces questions-là de est-ce que vous avez le droit de, est-ce qu'il faut parler du Maroc, etc., quand on a quitté le Maroc, etc., même si ça revient et tout, derrière quand même il y a une vraie écoute et il y a une vraie volonté de briser les tabous et de discuter, de dire ce qui dérange et de faire face à ces contradictions, à ce qui nous rend mal et à ce qui est source de malaise au sein de notre société, dans notre façon de vivre au Maroc. Et j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas ce recul en fait. D'où aussi le choix de Jade comme personnage algérien en 2025, pour montrer aussi ce qu'il peut y avoir à quel point la tension elle est forte et à quel point elle peut toucher, elle touche aussi les jeunes français issus de l'immigration. Et on voit bien que Jade, il a des problèmes, il est peut-être pas à Sainte-Anne, mais il a de gros problèmes psychologiques. Et je pense que, voilà, à travers l'histoire d'une Marocaine et d'un Algérien en plus, la Marocaine qui a de l'argent, l'Algérien qui n'a pas d'argent, le fait qu'il ça fait rejouer aussi une sorte de lutte des classes, qui je trouve est intéressante. Et puis on voit bien qu'il y a un problème que le problème d'intégration, il touche Jade, qui est né en France et qui a grandi en France et qui est français, même s'il est d'origine algérienne, et pas Cilia, qui en réalité, elle est arrivée, elle était déjà intégrée, puisque dans sa tête, elle avait intégré déjà toute la culture française, les codes français, etc. Et ça, c'est en effet un vrai sujet complexe et que j'ai essayé d'aborder, et je suis très contente que vous me posiez la question, parce que vous êtes le seul à me l'avoir posée, alors que moi, je pensais que ça allait créer un peu une polémique, quelque chose. Et ça n'a rien créé, mais voilà. Et par rapport oui, la question sur le moyen natal. La soumission de Cilia à Jade, il est problématique. Oui. Parce que moi, je ne retiendrai mon lecteur à partir de cette lecture que le côté fantasmatique sur le masculin, parce que tout le reste, elle brille trop devant lui, culturellement, matériellement. Et de manière au niveau de l'éducation. Et là, je me suis dit, tiens, ça a dû être un gros morceau à gérer par l'auteur. Oui, mais il l'euphorise. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il n'a pas de chômage, il n'a pas de limite, il n'a pas... Et en fait, elle, à ce moment-là, elle a besoin de ça. Elle a besoin qu'on prenne tout son espace mental et d'être un peu dans une espèce de vie un peu d'euphorie, d'excès, de lâcher le contrôle aussi. Par rapport au titre, juste, parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire, du récit, des personnages, mais je voulais juste revenir à une dimension quand même importante pour les étudiants dans cette formation, c'est celle de l'industrie du livre et des politiques culturelles. Juste, je rebondis 2 minutes et après, voilà. La question de la maison d'édition et du choix de ce titre relève quand même d'une politique éditoriale des éditions Albin Michel ou autres. Il y a une dictature éditoriale à laquelle... D'une politique éditoriale des éditions Albin Michel qui vise un lectorat. En l'occurrence, le lectorat français ou le lectorat français issu de l'immigration. Donc ce mot, la chouma, parce qu'il est écrit, c'est pas chouma, c'est la chouma. Il y a la chouma de Zineb Fassiri, vous connaissez certainement l'album de la dessinatrice marocaine. Donc là, la chouma, c'est, même dans la connotation, c'est tel que les Marocains, les Français issus de l'immigration prononcent ce mot. Ils le comprennent. Il est un peu, on aurait dit il y a 20 ans, il est un peu beurre ce mot. Hein? Donc effectivement, il y a le lectorat que vise Albin Michel, par rapport à un coût, par rapport à une dimension économique, parce que le livre, c'est quand même une industrie.
l'industrie, et ça on a tendance à l'oublier, il est d'abord en France et par rapport à un électorat très important, celui français issu de l'immigration, qui n'a pas encore réglé quelques questions identitaires, etc., etc. Donc il y a cette ambivalence qu'on peut comprendre aussi, parce que j'ai ressenti un peu de frustration. Comment est-ce que le roman est reçu au Maroc et par rapport à la question de l'émancipation, etc. Et comment en France, les journalistes, la maison d'édition orientent quelque peu le propos vers quelque chose de plus percutant par rapport à l'électorat et à un marché du livre. Votre dernier feedback, Denis, avant de finir. Oui, mais j'attends la suite. Je pense que vous l'aurez, professeur. J'ai la honte, sinon. Si, je réponds. C'est pas ce que vous dites sur les chômage, ce que ça connote en France chez les immigrés, etc. Chez les Français issus de l'immigration, oui c'est vrai, mais c'est pas l'histoire que je raconte. Donc ça rend pas justice au idée. Mais je suis pas sûre que. Ouais. Je pense que j'ai l'impression que. Ouais. Voilà, de toute façon on est là. Et pour vous répondre sur Jade, ouais, voilà. Donc il l'euphorise, et aussi pourquoi elle s'attache, elle s'accroche à lui, parce que aussi à travers sa violence, c'est quelqu'un de violent, moralement, verbalement, même physiquement, à travers sa violence, elle retrouve la violence qu'elle a connue aussi depuis toute petite, c'est-à-dire la violence de faire plaisir aux autres tout le temps, et donc de s'oublier. Et en fait, quand on s'oublie, quand on apprend, comme tu disais très justement là-bas, à avoir honte sans savoir de quoi, pourquoi depuis tout petit, ben, on n'apprend pas en fait à dire non. On apprend, c'est un terreau fertile en fait pour d'autres formes d'emprise. Et du coup, on se dissout dans le regard de l'autre. Et ça peut nous rattraper plus tard. Et ça rattrape Cilia à travers cette relation totalement toxique avec Jacques. Et c'est cette espèce de truc qui la rattrape par d'autres biais qui est intéressant aussi. C'est que la violence, quand elle est systémique, elle circule, quoi. On a du mal à s'en défaire, on la reproduit. Ou alors on la recherche, parce qu'elle le cherche, elle va le chercher tout le temps, même quand il parle, elle veut le retrouver. Voilà. Merci beaucoup, Dunia. Merci pour votre écoute. Merci pour votre générosité. Encore une fois, je remercie tous les étudiants et étudiantes qui ont travaillé sur ce roman. Je remercie toute l'équipe organisatrice également. Avant de se quitter, nous avons quand même pensé à vous offrir un petit souvenir, on va dire, comme ça vous allez le garder et voilà, ça va être remis par monsieur le vice-doyen. Il y a un petit mot de fin avant de clôturer. Donc merci Madame Dunia pour cette journée plein de partage d'expériences et bien sûr la discussion de mes collègues et la discussion des étudiants permettra bien sûr de penser et bien sûr de réfléchir sur plusieurs actions, sur plusieurs ateliers pour bien sûr faire bénéficier nos étudiants pour votre expérience et l'expérience de mes collègues ici présents. Et je vous souhaite bien sûr bon courage dans votre vie professionnelle et personnelle. Et merci beaucoup encore une fois. Je remercie également Madame Khalil, chef de département des enseignements transversaux, et bien sûr notre chère collègue Madame Sabari, coordinatrice du master médiation, éducation artistique et médiation culturelle, et bien sûr en restant sur cette salle, donc je vois nos étudiants de ce master et je leur espère, c'est la période des examens, je leur espère bon courage et bien sûr je remercie les collègues ici présents et nos invités. Et à la prochaine, Inch'Allah, la faculté des sciences de l'éducation, toujours au mouvement, toujours lié à des activités, etc. Espérons, Inch'Allah, des expériences et le partage d'expériences, il y a les auteurs, il y a les romanciers, il y a les professionnels, permettra à nos étudiants, bien sûr, de tracer leur chemin d'avenir, Inch'Allah. Et merci beaucoup, Madame le Maire.